Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Quel genre de puissance est l'Union européenne? A-t-elle une, aucune ou plusieurs stratégies sur la scène internationale? Et est-ce qu'elle est un acteur adapté à la crise du multilatéralisme telle qu'on la perçoit aujourd'hui? Ce sont autant de grandes questions qu'on va aborder dans ce nouveau numéro de Désintégration européenne, l'émission qui ausculte le projet européen en amont, en prévision des élections européennes qui se dérouleront en mai de cette année. Alors pour discuter de ces grandes questions, deux chercheurs spécialistes des relations internationales avec moi. Delphine Deschaux, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes. Et puis Bastien Nivet. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école de management Léonard de Vinci à La Défense. Et avec tous les deux, je voulais vous d'abord aborder un sujet d'actualité tout récent. C'est que le 17 février a eu lieu la 55e édition de la conférence de Munich sur la sécurité. Alors pour ceux qui nous regardent, c'est une sorte de forum de Davos de la défense où les relations transatlantiques sont discutées avec des acteurs directement impliqués. Qu'est-ce qui est ressorti de cette conférence qui peut nous donner une clé d'entrée dans ce débat? Alors au fond, peut-être pour essayer de tenter d'apporter une première réponse, ce qui ressort, je dirais que c'est pas propre à l'édition de cette année, c'est propre à l'édition des 2 voire 3 dernières années. Ce qui ressort, c'est que le multilatéralisme est vraiment en crise et que les Européens ont un rôle à jouer comme garant de cet ordre multilatéral qui connaît une véritable crise d'identité. Et c'est ce qui est ressorti notamment du discours d'Angela Merkel qui a été extrêmement bien accueilli, qui a plaidé en faveur du multilatéralisme et qui a essayé de rappeler que les puissances montantes, que les politiques de puissance, que le révisionnisme de certains pays, donc elle les a pas nommés, mais on imagine bien qu'elle pointait la Russie notamment, ou même les États-Unis. Le révisionnisme par rapport aux frontières. Par rapport aux frontières, par rapport aussi à cet ordre multilatéral qui est maintenant ancien, qui est un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Elle a bien rappelé à quel point il était important de maintenir les normes que nous avons créées depuis maintenant près de 70 ans pour pouvoir maintenir ensemble un monde qui est devenu très complexe. Ce qui est intéressant, c'est que cette conférence qui ne portait pas spécifiquement sur l'Europe ou les enjeux transatlantiques, mais les questions de sécurité au sens plus large, on en a surtout en tant qu'Européens retenu ces thématiques-là. Donc on raccroche un peu cette conférence à nos préoccupations. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement à quel point ces débats sur le multilatéralisme, sur le lien transatlantique, son état, son avenir, son passé, suscitent des préoccupations renouvelées chez les Européens, chez les États membres, de façon différente, mais des préoccupations qui sont aussi un petit peu cycliques. C'est-à-dire que ces débats sur la nature du lien transatlantique, sur la solidité du lien transatlantique, sur le fait de construire un ordre plus normatif, plus régulé, plus normé ou pas, et avec qui, ce sont des débats qui finalement ont jalonné, Delphine l'a dit, presque toute l'après-Seconde Guerre mondiale, avec le contexte particulier de la guerre froide, mais aussi l'après-guerre froide, avec peut-être des espoirs d'un monde plus régulé, plus normatif, plus multilatéral, dans lesquels les Européens se sont beaucoup investis, les Européens ont beaucoup cru, et les Européens aujourd'hui se retrouvent un petit peu dans un grand état de questionnement. Finalement, n'avons-nous pas misé sur un ordre international multilatéral qui finalement serait en train de s'effriter sous nos yeux? D'où des discours comme celui d'Angela Merkel, mais d'autres dirigeants européens de plus en plus forts, face à ce qui est pour les Européens une vraie remise en cause. Parce que l'Union européenne, rappelons-le, comme acteur international, il y a eu les politiques commerciales dès le traité de Rome, il y a eu les politiques de coopération et de développement, mais la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, désolé pour l'acronyme, on va essayer de ne pas en utiliser trop, date du traité de Maastricht de 92. Ouais. Et finalement, il y a un parallèle, il y a un côté un peu consubstantiel entre ce monde de l'après-guerre froide plus normatif, plus régulé, avec beaucoup d'espoir de l'après-guerre froide, et l'émergence progressive de l'Union européenne comme acteur international. D'où aujourd'hui des interrogations particulièrement renouvelées et critiques pour les Européens. Alors, sur ces interrogations-là, je voulais vous poser une question justement sur ce qui peut unir les Européens, parce que parmi les différends qui sont apparus entre les États-Unis et l'Union européenne, il y a souvent, ce qui n'est pas nouveau encore une fois, cette question de l'argent, des dépenses que sont prêts à utiliser les Européens pour leur capacité d'armement. Et vous avez tous les deux co-signé d'ailleurs un article il y a quelques années où
où vous décriviez que, certes, c'était une question, mais que la vraie question, c'était est-ce qu'il existe une perception commune des risques et des menaces à l'échelle européenne? Aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il existe plusieurs visions? Est-ce qu'il y en a une qui finit par se dégager un petit peu? Comment vous voyez les choses? Alors, ce qui est particulièrement frappant, et c'est d'autant plus vrai depuis l'émergence sur le sol européen des attentats terroristes, c'est que des positions qui ont toujours été divergentes finalement face aux menaces, est-ce qu'elles viennent de l'Est, est-ce qu'elles viennent du Sud, se sont mises à diverger plus encore. Là où, au contraire, l'Union européenne essaye d'encourager ses États membres à avoir une acception commune de la menace. C'est notamment l'un des objectifs de la stratégie européenne de sécurité de 2016, qui, il faut le préciser, est paru quelques jours suite au référendum du Brexit. Donc là encore, le timing n'est pas pour rien. Ce qui est assez intéressant, si on essaye d'être un petit peu schématique, donc le but c'est pas d'être caricatural mais schématique, on peut dire qu'il y a une vision un peu à la française, qui est au fond une vision visant à se donner des intérêts globaux. C'est-à-dire que la France, c'est un acteur global, c'est un pays qui envisage ses intérêts partout dans le monde, et c'est un petit peu ce qu'elle aimerait du point de vue de l'Union européenne. C'est pas tout à fait la vision qu'a l'Allemagne, par exemple, qui, elle, est beaucoup plus centrée sur ses intérêts territoriaux et pour qui la menace, clairement, va venir plutôt de l'Est, bien davantage que du Sud, par exemple, la Méditerranée. Si on regarde du côté des pays baltes, par exemple, ou des pays du groupe de Visegrad, ou encore de la Roumanie, pour eux, c'est très clair. La grande menace qui se pose pour ces pays-là, c'est la révision, le risque de révision des frontières par la Russie. Donc on voit bien qu'en citant juste ces quelques pays-là, on a déjà des priorités stratégiques qui ne sont pas forcément convergentes. Et du coup, on comprend mieux pourquoi il est si difficile d'avoir des positions communes sur un certain nombre de questions internationales importantes, du type le conflit en Syrie, par exemple, ou la question israélo-palestinienne. Ce qui est fascinant de ce point de vue-là pour comprendre un petit peu l'Union européenne et qui peut créer un sentiment un peu de désarroi chez les citoyens ou les analystes ou les observateurs, c'est que dans la construction d'un acteur international, l'Union européenne, le choix a été fait, qui peut être critiquable, mais qui est ce qu'il est, de mettre en place des processus permettant des collaborations, des coopérations dans le domaine de la politique étrangère, d'abord à partir de Maastricht, puis de la sécurité et de la défense à partir du tournant des années 90-2000, sans attendre d'être d'accord sur tout. Ouais. Et finalement, comme vient de le dire Delphine, les États membres n'ont pas attendu de s'être livrés à une recension exhaustive de leurs intérêts communs, des menaces communes, quels sont nos intérêts stratégiques, quels sont nos intérêts de sécurité, etc. Le choix a été fait, qui est une sorte de pari tactique dans la construction européenne, de mettre en place des institutions, un cadre juridique qui permet de faire de la politique étrangère ou d'apprendre plutôt à faire de la politique étrangère et de sécurité puis de défense ensuite ensemble, si et lorsque cela est possible. Alors ça donne quelque chose qui est assez difficile à comprendre et à observer de l'extérieur parce qu'on voit une Union européenne qui revendique d'avoir une politique étrangère et de sécurité commune, mais on se dit mais à quoi ça sert? Quels sont les objectifs? Quels sont les intérêts, etc. Et le choix a été fait donc de mettre en place ces politiques-là, des dispositifs, et puis depuis la fin de la guerre froide, les États membres, bon an, mal an, au gré des crises, des conflits, des menaces qui émergent, essayent de faire de la politique étrangère ensemble. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on discutait avant de démarrer l'émission, vous me disiez ce qui est aussi paradoxal et qui peut créer du désarroi chez les citoyens qui observent ça, c'est qu'il y a certains sujets où vraiment les Européens font bloc, soit sur le cas du Brexit ou sur d'autres sujets internationaux, on pourrait peut-être donner des exemples, et puis d'autres où au contraire, là, c'est la division la plus totale, quoi. Oui, on voit, alors l'Union européenne est difficile à comprendre, à interpréter. C'est très difficile de poser un diagnostic très englobant sur l'Union européenne. Est-ce qu'elle est une puissance? Est-ce qu'elle n'est pas une puissance? Est-ce qu'elle est un acteur? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Et même si on se limite aux questions diplomatiques ou de politique étrangère, on voit effectivement qu'à l'intérieur même de cette politique commune-là, au sens juridique du terme, selon les crises et selon les sujets, le niveau de cohérence et de cohésion n'est pas tout à fait le même. L'exemple un peu d'actualité dont on va peut-être beaucoup parler, mais qui est vraiment, à mon avis, un exemple très, très parlant à l'heure actuelle, c'est l'exemple de l'accord sur le nucléaire iranien. On voit une vraie remise en cause frontale des États-Unis et une Union européenne qui, collectivement, au niveau des institutions de l'Union européenne, mais aussi dans le collectif des États membres, tient bon sur ce projet-là. Parce que, on rappelle pour ceux qui nous regardent, c'est plutôt les États-Unis qui ont voulu remettre en cause l'accord qui avait été trouvé avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Et du coup, les Européens... Un accord multilatéral qui avait été signé à la fois par les États-Unis, l'Agence internationale de
l'énergie atomique, l'Union européenne, la Russie, etc. Donc quelque chose qui incarnait beaucoup un peu ce multilatéralisme à l'européenne, entre guillemets, ces dernières années. Et on voit que là, l'Union européenne tient bon et très fermement. Et c'est pas facile parce qu'il y a des répercussions économiques, entrepreneuriales, géopolitiques, diplomatiques. Donc il y a une stratégie, il y a un attachement à cet accord avec des raisons précises de multilatéralisme, de sécurité, etc. Et on voit que les Européens font bloc. Dans le même temps, on a vu ces dernières années sur des enjeux comme la Syrie ou comme l'Irak, où l'Union européenne était presque non existante de processus ou de conflits, où on voyait plutôt ressortir certains États membres particuliers. Et donc c'est ce qui rend l'Union européenne difficile à interpréter, à comprendre, c'est qu'à périmètre de compétences égales, selon les crises et les conflits, effectivement, le niveau de cohésion, de cohérence et d'efficacité n'est pas forcément le même. Delphine Deschaux, vous vouliez rebondir Alors effectivement, c'est très intéressant de voir que selon les sujets sur lesquels on se penche, au fond, les intérêts européens sont plus ou moins existants. J'allais ajouter qu'il y a aussi une importance du point de vue peut-être des acteurs européens. Une question qui peut jouer, c'est qui est à la tête justement des affaires extérieures européennes. Et on se rend compte que ça a un impact, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Souvent pour le citoyen, Bruxelles est loin, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et on se rend compte quand même que sur la question sur le nucléaire iranien, par exemple, sur les sanctions européennes à l'égard de la Russie, le fait d'avoir Madame Mogherini, qui est la haute représentante de l'Union, donc pour le dire simplement, la voix et le visage de l'Union dans le monde, c'est quelque chose qui joue beaucoup puisque sa prédécessrice, Catherine Ashton, était quelqu'un de beaucoup moins investi sur les dossiers internationaux, avait une vision beaucoup plus restrictive du rôle que l'Union européenne doit jouer de façon globale dans le monde. Là où au contraire, Madame Mogherini est à la fois à l'écoute des États membres, c'est-à-dire à l'écoute des propositions, mais elle va être aussi proactive. Et c'est notamment ce qui a été, c'est particulièrement vrai sur la stratégie européenne de sécurité, par exemple. Elle a vraiment insisté pour que, malgré le Brexit, on mette en œuvre cette stratégie, parce qu'au fond, cette stratégie, même si elle est très large, au fond, tous les États peuvent s'y retrouver, mais elle manifeste vers l'extérieur l'idée que l'Union européenne a quand même des intérêts stratégiques, qui certes sont très larges, qui sont par exemple le fait de maintenir les droits de l'homme, le fait de pouvoir lutter contre le changement climatique ou contre le terrorisme. Donc évidemment, chaque pays peut s'y retrouver. Mais je trouve que symboliquement, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui se fait le chantre d'une voix européenne qui peut être parfois dissonante, mais qui existe néanmoins sur la scène internationale. Les stratégies de sécurité de l'Union européenne auxquelles Delphine faisait allusion à l'instant, ça contredit un tout petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas essayé de faire de recension des intérêts. Il y a deux petits exercices qui ont été effectués. En 2003 pour la première, à l'époque c'était Javier Solana, le représentant pour la politique étrangère, et puis la dernière en 2016 sous l'égide de Federica Mogherini. Ce sont des petits documents assez faciles à lire pour tout le monde, même pour les non-spécialistes, qui essayent de finalement, c'est de la communication diplomatique et politique, mais de poser dans un document commun auquel tous les États membres ont souscrit sur quelle est la vision du monde de l'Union européenne, comment à partir de là, quels outils, quels instruments, quels concepts entend déployer l'Union européenne pour répondre à cette vision du monde. Donc on a quand même un tout petit peu d'éléments à se mettre sous les yeux. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ces documents ont été élaborés. À chaque fois, en 2003 comme en 2016, ces documents ont été élaborés dans des moments où l'Union européenne était remise en cause. Où l'Union européenne 2003, c'était la guerre d'Irak. 2003, c'était la guerre d'Irak. Les Européens s'étaient très vivement divisés sur la question irakienne. On se souvient des débats très virulents entre le président français Chirac de l'époque et le Premier ministre britannique Tony Blair à l'époque. Et quelque part, cet exercice de la stratégie avait permis aux Européens de se ressouder un peu et d'essayer de voir si et dans quelle mesure ils avaient des éléments de vision ou de stratégie commune dans le monde. Celle de 2016, elle est intervenue dans le contexte du Brexit aussi, avec là encore un contexte un peu de désintégration, pour reprendre le titre de votre émission, et qui a créé quelque part un réflexe un peu de balancer, de dire voilà, on est un peu menacé, on se sent notre cohésion, notre solidarité remise en cause. Donc qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce que l'on a en partage? Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant à observer dans la construction européenne et dans l'Union européenne ces dernières années. Alors ça c'est du coup dans la vision, mais si on parle de l'Europe en tant qu'acteur, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on l'a défini en tant que puissance, pas de puissance? J'évoquais l'article que vous aviez co-signé tous les deux. Vous décriviez l'Union européenne comme un hyper soft power. Alors est-ce que avant que je pose des questions là-dessus, est-ce qu'on peut définir ce que c'est un hyper soft power? Alors peut-être on peut commencer par définir d'abord ce qu'est un soft power, qui est un concept qui a été utilisé par Joseph Nye, qui est un universitaire américain qui a très longtemps conseillé les présidents américains et notamment Bill Clinton. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de rappeler aussi dans quel contexte il propose le concept. En fait, on est juste au tournant de la guerre froide, donc on est en 90-91, quand les États-Unis commencent à se poser la question de leur leadership,
qui semble incontesté à l'époque, puisque l'URSS n'existe plus. Et Nye, en fait, se dit que maintenir un leadership coercitif, une capacité militaire de coercition, ça coûte très cher. Donc il se demande comment on peut faire en sorte de maintenir un leadership américain sans que ça coûte aussi cher. Et là, lui vient l'idée de soft power, c'est-à-dire l'idée d'attirer par ses normes, par ses valeurs, plutôt que par la capacité à contraindre. Et donc ça s'applique assez bien à l'Union européenne, qui dans la littérature scientifique est perçue et puis se présente en réalité depuis les débuts de la construction européenne comme une puissance normative, c'est-à-dire une puissance qui est capable d'influencer le monde en produisant des normes collectives. Donc c'est là en fait qu'on rejoint l'idée d'hyper soft power, c'est-à-dire que d'un côté, depuis maintenant les années 90-2000, fin des années 90, début des années 2000, l'Union européenne se dote d'une politique européenne de défense, se dote progressivement de capacités militaires, alors qui sont certes encore restreintes mais qui sont existantes. Donc est-ce que ça remet pas en cause justement toute cette idée de soft power? Et notre idée en parlant d'hyper soft power, c'était de dire d'un côté on a tous ces outils, on a des budgets de défense qui sont de nouveau repartis à la hausse dans les pays de l'Union européenne, depuis les attentats de 2015 notamment. Et en parallèle de ça, on a quand même encore des pratiques de l'Union européenne au niveau international qui ne sont pas celles d'une vraie puissance au sens classique du terme. Je vous laisse rebondir, mais j'affine la question puisque ça c'est sous votre plume, vous portez seul la responsabilité, vous parlez de moments réactionnaires pour décrire l'état de la scène internationale. Est-ce que si on définit l'UE comme un hyper soft power, est-ce que c'est un acteur adapté au gros temps actuel, si j'ose dire, avec cette réaffirmation de nationalisme exacerbé, de gens qui cherchent le conflit plutôt que la norme On voit une Union européenne depuis l'après-guerre froide dont l'action internationale peut se comprendre à la fois comme une adaptation au monde tel qu'il est, avec tout ce qu'il peut avoir de brutal, de conflictuel, etc. Et quelque part, l'émergence de la politique étrangère européenne se fait dans un contexte d'implosion de l'ex-Yougoslavie, de retour de la guerre sur le contexte européen, qui confronte les Européens à leur absence de capacité commune de gestion des crises, etc. Donc il y a cet élément-là pour comprendre l'Union européenne qui cherche à s'adapter, à avoir des réponses au monde tel qu'il est, dans tout ce qui peut avoir de conflictuel, de tension, etc. Et qui donc s'est doté d'instruments, d'institutions, de mécanismes communs en matière de gestion des crises, de maintien de la paix, etc. Et aussi une Union européenne dont la stratégie peut se comprendre aussi comme une volonté de changer le monde. C'est-à-dire qu'un acteur international peut avoir pas seulement comme stratégie et comme outil de répondre aux risques, aux menaces et au monde tel qu'il est, mais aussi de changer le monde. Et quelque part, l'Union européenne fait partie de ces acteurs qui, à travers un peu ce qu'on met derrière le concept de puissance normative ou ce que d'autres ont mis derrière le concept de puissance civile européenne à partir du début des années 70, est aussi un acteur qui cherche à transformer son environnement international et pas simplement à se protéger contre lui et à réagir contre lui. Lorsque l'Union européenne met en place des partenariats avec les organisations régionales africaines, avec l'ONU, en matière de maintien de la paix, de gestion des crises, etc., c'est quelque part une stratégie assez révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une manière de prendre acte de la conflictualité du monde, des crises, des conflits, mais d'essayer de transformer la façon dont on les gère. Lorsque l'Union européenne, sur le nucléaire iranien, par exemple, a jeté toutes ses forces diplomatiques pour parvenir à un accord multilatéral, c'est une manière aussi de transformer le monde et pas simplement s'y adapter. La période actuelle, justement, elle pose une vraie question pour l'Union européenne. Est-ce que le moment actuel de remise en cause du multilatéralisme, de crispation unilatéraliste, souverainiste de la part des États-Unis, de la Russie, éventuellement d'autres acteurs, vient rendre caduque l'approche européenne des dernières années, ou est-ce qu'au contraire, quelque part, elle la légitimerait encore plus? Mais alors, vous disiez tout à l'heure, elle essaye de se doter de moyens de transformer son environnement, de changer le monde. Après, il y a quand même d'autres analyses qui mettent l'accent sur l'absence d'autonomie de la politique extérieure européenne, notamment avec un biais auquel on ne pense pas forcément spontanément, parce que ce n'est pas les questions dures de militaires, de qui a la force, qui a les capacités militaires, mais qui disait mais attention, l'Union européenne, surtout avec les politiques économiques qu'elle promeut en son propre sein, devient de plus en plus dépendante de l'extérieur. Elle a tellement elle promeut tellement un modèle basé sur les exportations que finalement elle finit par dépendre beaucoup de relations économiques avec d'autres puissances qui peuvent tout à fait s'immiscer ou la contraindre dans ses choix de politique extérieure. Donc à quel point, quand on pense à des acteurs comme la Chine, la Russie, les États-Unis, à quel point l'Union européenne a une autonomie dans ce milieu-là? Pardon si la question est naïve. Non, alors il ne faudrait pas qu'on
confondre autonomie et indépendance complète. On est dans un monde d'interdépendance. Alors on peut trouver que l'interdépendance, par définition, est quelque chose qui est contraignant, et c'est en grande partie vrai sur le plan économique, écologique, environnemental, etc. Et ce qui est vrai par contre, c'est que l'Union européenne, là encore comme acteur international, a plutôt joué le jeu de cette interdépendance. L'Union européenne a joué le jeu de la mondialisation dans ses dimensions à la fois géopolitiques, économiques, environnementales, y compris en essayant d'en faire, de projeter de la régulation, de la réglementation pour faire en sorte que la mondialisation ne soit pas complètement une jungle. Mais c'est vrai que l'Union européenne s'est construite et s'est vécue comme un acteur international très ouvert, très extraverti, et qui a vraiment joué le jeu de la mondialisation et de l'interdépendance. Elle se heurte peut-être aujourd'hui, effectivement, à un retour à des formes de souverainisme et de crispation nationale qui ne lui correspondent pas, effectivement, et qui posent un vrai défi politique à l'Union européenne. Moi, je suis un petit peu surpris de voir que dans les rapports transatlantiques, notamment avec l'administration de Trump, y compris d'ailleurs les analystes, les universitaires, passent beaucoup de temps à se moquer de Trump, de sa bêtise, de ses idioties, de ses incohérences, etc. Mais il y a une vraie réponse politique à articuler. Comment défendre un monde d'interdépendance si c'est ce à quoi on croit? Et voilà, il y a une réponse politique qui mériterait d'être articulée, d'être formulée, et pour laquelle l'Union européenne, à mon avis, est peut-être l'un des acteurs les mieux à même pour la formuler. Mais vous parliez des nationalismes auxquels elle fait face. Il y a aussi des nationalismes en son sein qui viennent peut-être compliquer la réponse commune. Alors tout à fait, effectivement, c'est pas parce qu'on construit l'Union européenne depuis maintenant 7 décennies que tout est arrivé finalement et que tous les pays pensent de la même façon. Et la montée des populismes dans un certain nombre de pays, que ce soit la Hongrie ou l'Italie, le rappel à l'ordre de la Commission sur le budget italien, viennent bien montrer que l'échelon national, il résiste plus que jamais en réalité, et il résiste d'autant plus qu'en temps de crise ou de turbulence, comme c'est le cas actuellement, tant au niveau mondial qu'européen, finalement, le repère pour le citoyen, ça reste, qu'on le veuille ou non, le référent national. Et c'est d'autant plus difficile, dans ces cas-là, de pouvoir projeter à l'extérieur une puissance ou une image de puissance ou une influence. J'aime mieux d'ailleurs le terme influence que puissance. Je trouve que ça correspond peut-être un petit peu mieux à ce que fait l'Union européenne. C'est difficile de projeter cette influence globale alors même qu'en son sein, sur un certain nombre de dossiers, en réalité, les Européens sont loin d'être unis. Quand on regarde les questions migratoires, par exemple, quand on regarde la gouvernance de l'eurozone, il est très difficile de trouver des positions communes européennes. Et paradoxalement, il me semble que les sujets justement de sécurité et de défense sont peut-être au fond ceux qui, à l'heure actuelle, sont le plus à même de pouvoir créer du consensus entre Européens. Tout simplement parce que quelque part, les Européens sont au pied du mur. Ça fait maintenant 2 ans que le gouvernement Trump annonce de façon plus ou moins cyclique que les Américains vont réduire leur engagement dans l'OTAN. Donc on verra si ça arrive ou non, mais effectivement c'est une rengaine qui revient. Et du coup les Européens sont un petit peu placés face à leurs responsabilités. Alors là, comme Bastien l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas du tout nouveau. En réalité, déjà dans les années 60, Kennedy aimait bien rappeler aux Européens qu'il fallait qu'ils partagent le fardeau au sein de l'Alliance, et notamment le fardeau budgétaire. Et c'est en réalité une question qui se pose depuis la fin de la guerre froide, puisque la stratégie américaine, qui s'est en fait affirmée de plus en plus sous Obama et qui continue en fait sous Trump, se tourne davantage vers l'Asie, parce qu'on comprend bien que le prochain grand concurrent des États-Unis, c'est en fait la Chine, et que tout ce qui se passe actuellement en mer de Chine, ça préoccupe énormément les États-Unis, parce que ça touche directement un de leurs alliés importants dans le Pacifique, qui est le Japon. Et dans ce contexte-là, c'est peut-être aussi le moment pour les Européens de se dire, eh bien, agissons collectivement, puisque nos budgets de défense sont certes en augmentation, mais restent restreints. Pourquoi ne pas davantage mutualiser un certain nombre de capacités et les produire en commun? Ce qui est au fond un mouvement qui a été amorcé. Pour vous provoquer un peu, je vais dire, mais s'unir, mais pour faire quoi? Puisque tout à l'heure, on vient de voir qu'il y avait des visions différentes des risques et des menaces. Et en pensant à ça, je pense justement à un autre spécialiste des relations internationales qui, il y a maintenant, dans les années 80, certains Gilpin pour les connaisseurs, expliquait bien que, selon lui, d'un point de vue plutôt réaliste, la sécurité des Européens avait été dépendait beaucoup du fait d'une grande puissance qui était les États-Unis d'Amérique, et que si eux se retirent, à ce moment-là, vous risquez de revoir surgir toutes les contradictions de sécurité qui ont ravagé le continent européen pendant des décennies. Alors, sans avoir de scénario catastrophe sur le fait que ça aboutirait à des guerres, en tout cas, on a du mal à voir quel est l'intérêt commun. Mais peut-être que je vous laisse développer. Il y a beaucoup de façons différentes de poser cette question.
Effectivement, quand on essaye de penser l'Union européenne comme construction politique, économique ou l'Union européenne comme acteur international, il peut être très frustrant de ne pas disposer de vision sur l'objectif final. Quel est le endgame ou le grand dessin politique. Il est assez probable que si les Européens avaient voulu se mettre d'accord d'abord sur un objectif final avant de concevoir les mécaniques institutionnelles et les dynamiques de coopération, on en serait encore à la querelle de la communauté européenne de défense, la querelle de la CED dans les années 50. Donc c'est vrai que c'est frustrant d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue démocratique, parce que c'est vrai que les citoyens ont besoin de savoir un petit peu où va le projet, etc., et que c'est un projet qui est difficile à comprendre. Mais c'est un choix d'une construction européenne un peu incrémentale, qui avance au gré des crises, des convergences, des divergences, etc. Et qui permet, malgré tout, de faire avancer les choses. Rien que dans le domaine de la politique étrangère, entre les divisions européennes très très vives au moment de l'implosion de la Yougoslavie en 91 et de la question de la reconnaissance ou pas des différentes républiques, avec une division franco-allemande à l'époque très très vive et très frontale, entre, je crois que c'était Roland Dumas et Hans-Dietrich Genscher, le ministre allemand. Aujourd'hui, la question des Balkans occidentaux, à part petit débat sur la Macédoine récemment, etc., mais fait l'objet d'un vrai consensus. Et quand on regarde dans le contenu des décisions européennes en matière de politique étrangère et de sécurité commune, il y a un vrai approfondissement et un vrai élargissement des types des pays, des régions, des thématiques qui font l'objet d'une production diplomatique commune et d'actes diplomatiques communs. Donc les choses avancent un petit peu. C'est-à-dire que l'acteur international de l'Union européenne, il se construit un peu par la pratique, par la socialisation, c'est un mot que Delphine employait dans une discussion avant l'enregistrement, plutôt que par effectivement un grand dessin. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des visions, des projets, et les rares occasions où le débat politique européen a vu s'exprimer, se confronter des visions à long terme, un petit peu théoriques sur l'avenir de l'Union européenne. Ça a en général donné lieu à des échanges assez théoriques, peut-être un tout petit peu déconnectés de la réalité, mais assez stimulants intellectuellement et politiquement, donnant à voir des possibles, on va dire, de l'Union européenne. À mon avis, c'est un petit peu au rang de ces possibles qu'il faut mettre le concept d'Europe puissance qu'on a évoqué au préalable dans nos discussions. C'est-à-dire que tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, il est difficile de qualifier l'Union européenne de grande puissance, comme on peut le faire à l'égard de la Chine ou des États-Unis, mais on voit bien que l'Union européenne, elle existe quand même. Elle existe, il y a des politiques, certaines marchent plus ou moins bien, il y a un rôle international, il y a parfois des aboutissements. Donc, voilà, l'Europe n'est pas une puissance, mais en même temps elle existe, et l'évoquer comme une puissance, c'est une sorte un peu de mythe utile qui permet de fixer un horizon. Est-ce que cet horizon sera atteint un jour ou pas? On n'en sait rien, mais ça permet au moins de fixer un cap en l'absence effectivement de grands dessins, de grands objectifs finaux. D'accord. Delphine Deschaux, du coup, est-ce que vous partagez cette vision qui, plutôt que le grand chaos auquel je faisais allusion, pointe plutôt vers une sorte d'avancée incrémentale, c'est l'adjectif que je retiens, au gré des crises, mais d'avancée quand même? Oui, d'ailleurs, quand on regarde un tout petit peu l'historique de la politique étrangère et de la politique de sécurité européenne, en fait, on se rend compte que c'est toujours à coup de crise qu'elle a réussi à avancer, à franchir les étapes supérieures. C'est-à-dire que ça commence avec la fin de l'Union soviétique, au moment auquel les Européens se disent est-ce que l'OTAN va continuer à exister? Et si oui, pour servir à quoi? Donc c'est à ce moment-là que la France et l'Allemagne proposent de créer justement un outil européen pour pouvoir éventuellement gérer les crises, prendre des décisions en commun. Ça continue avec les Balkans, puis ça s'affine ensuite avec l'Irak, et ça continue désormais dans le contexte du Brexit, dans le contexte du révisionnisme russe, ou encore dans le contexte de l'élection de Donald Trump et de la remise en cause éventuelle du lien avec les États-Unis. Même si je mettrais un sérieux bémol là-dessus, parce que je pense qu'il faut bien déconnecter les gesticulations d'un président américain ponctuellement de ce que fait vraiment en réalité l'administration américaine, de ce que fait vraiment l'armée américaine en Europe. Et il est très clair, pour en avoir discuté justement avec un certain nombre de praticiens, que le désengagement américain, il est quand même pas pour demain. Par contre, il peut être réduit. Ça peut très bien se comprendre. J'avais aussi envie de faire un petit lien avec les opinions publiques. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, dans les médias, bien souvent, on critique l'Union européenne pour son inaction, en disant qu'elle est inexistante sur la scène internationale. Mais quand on regarde les enquêtes Eurobaromètre, et notamment la dernière de 2017, on se rend compte que s'il y a bien un sujet qui réunit l'ensemble des citoyens européens, c'est justement ce rôle international, qui est dans l'ensemble
plébiscité par à peu près 75% des citoyens qui souhaiteraient même davantage d'action européenne sur la scène internationale. Ce qui prouve bien qu'il y a au fond une sorte d'attente d'Europe, y compris au niveau global, du point de vue des citoyens. Ce qui est assez paradoxal de ce point de vue-là, et ça rejoint une des remarques que vous faisiez précédemment, c'est qu'on voit sur la période récente, sur les derniers mois ou les 2 dernières années, disons, une trajectoire très paradoxale de l'Union européenne qui à la fois effectivement est traversée par des lignes de clivage interne vives, des tensions, des débats, des dissonances internes très fortes. On l'a vu récemment entre la France et l'Italie, on l'a vu sur des questions comme les pouvoirs, les prérogatives de la Commission en matière de contrôle des budgets nationaux, on l'a vu sur la question migratoire, sur certaines questions économiques. Donc à la fois une Union européenne effectivement qui reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une enceinte d'arbitrage entre des positions nationales divergentes. On essaye d'élaborer des politiques communes dans un contexte où parfois effectivement les intérêts nationaux ne sont pas forcément toujours cohérents. Et paradoxalement, nonobstant ces divisions internes, ces divergences d'intérêts, dans le rapport au monde, les États membres restent très soudés, très solidaires. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je serais bien en difficulté de vous l'expliquer de façon approfondie, mais c'est quelque chose qui me paraît très important et très intéressant dans la période actuelle. On le voit sur la question comme le nucléaire iranien, par exemple, qui pose des gros défis à la fois diplomatiques, géopolitiques, stratégiques, mais aussi économiques, avec l'impact possible des sanctions américaines sur les entreprises européennes. Pour les Européens, c'est quelque chose de très dur à supporter, et pourtant, les Européens restent soudés sur cette question-là, ils restent solidaires. On le voit aussi pour l'instant, on verra un peu comment évoluent les débats dans les prochaines semaines ou les prochains mois, sur la question des sanctions contre la Russie. C'est pas évident, l'Union européenne étant ce qu'elle est, les rapports différents des États membres à la Russie étant ce qu'ils sont, la perception de la menace ou du risque russe n'est pas la même en Italie, en France, au Portugal, en Pologne, etc. On voit que pour l'instant, l'Union européenne tient sur cette question des sanctions. On l'a vu sur le Brexit aussi, où parfois, dans un même week-end de sommet européen, les États membres s'entre-déchiraient sur des questions budgétaires et migratoires, mais dans leurs discussions avec les Britanniques, étaient très cohésifs, très cohérents. Alors que tous les pays ne sont pas exposés au même risque. Alors que le niveau d'intérêt et de perception de risque Brexit, effectivement, il n'est pas le même. Et donc, on voit une Union européenne qui était assez intéressante à observer de ce point de vue-là, où finalement, malgré les divergences internes, malgré effectivement des différences d'intérêt, lorsqu'il s'agit du rapport entre ce collectif et le reste du monde, il y a un réflexe on resserre les rangs, on se ressoude. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à observer dans la période actuelle. En vous écoutant, je me disais qu'on pourrait ce serait intéressant d'aller voir, et peut-être que ça ressurgira, les projets qui existaient de politique extérieure et de politique de défense dans les années 70 qui essayaient d'échapper aux deux grands, comme on disait à l'époque. Et j'ai souvenir c'était un ministre des Affaires étrangères allemand, Egon Bahr, un social-démocrate, qui essayait de penser ces stratégies pan-européennes, mais pour échapper à la tenaille. À l'époque, c'était URSS, États-Unis. Ce serait intéressant de voir quels étaient les plans qui étaient proposés sur la table, bon, qui n'ont pas vraiment vu le jour. Mais... Alors, au fond, moi, je dirais... Pour être peut-être un peu pince sans rire, je dirais que c'est exactement le projet du président Macron. C'est-à-dire qu'en proposant davantage de solidarité européenne, notamment en matière de sécurité, c'est exactement finalement les mots de De Gaulle qu'il reprend et la vision de De Gaulle, l'idée de créer une force médiane, une puissance médiane entre différents grands. Alors là, on n'a plus les deux grands de la guerre froide, mais on a au fond plusieurs très grands. On a la Chine, on a les États-Unis, le Brésil qui commence à émerger aussi sur la scène internationale. Alors même si avec le changement de gouvernement, les choses peuvent un peu changer. Mais au fond, le projet des pays européens, et notamment de la France et de l'Allemagne, c'est de faire au fond de l'Union européenne un acteur qui est capable de leur redonner une puissance qu'ils n'ont plus au niveau individuel. Redonner une influence qu'ils n'auraient plus forcément au même titre sur la scène internationale. On a un petit peu oublié parce que à partir du traité de Rome notamment, enfin d'abord la CECA puis ensuite le traité de Rome, l'Europe communautaire s'est construite d'abord par des petites coopérations économiques et techniques. Et donc on a un peu oublié que l'une des vocations du projet européen dans les premiers acteurs de cette construction-là était aussi géopolitique, aussi stratégique. Ne serait-ce que dans la déclaration Schuman, qui fait un peu office de texte fondateur, désolé, c'est le côté prof, c'est le prof qui refait surface dans notre échange, ne serait-ce que dans la déclaration Schuman est exprimé de façon très clairement parmi les objectifs, non seulement la réconciliation franco-allemande, la reconstruction économique, mais aussi la contribution de cette Europe unie au monde. Donc il y a l'idée, dès le départ de la construction européenne, que l'Europe
en tant que collectif, a quelque chose à apporter au monde. Ce qui peut paraître un peu prétentieux, mais on oublie parfois que la construction communautaire, parce qu'elle s'est faite essentiellement d'abord par des questions économiques, avant de basculer progressivement, de s'étendre aussi vers du politique, du juridique, des politiques internes, etc., avait quand même, chez les pionniers au moins, chez les premiers acteurs, aussi une vocation de contribution de rapport au monde. Je vous remercie tous les deux pour cet échange. C'est une émission que vous pouvez revoir donc, sur notre chaîne YouTube, sur le site de Mediapart, des intégrations européennes, et les prochains numéros sont à venir. À bientôt.